Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous nous retrouvons pour un entretien exceptionnel avec Stéphane Posner, responsable de l'Arche internationale. Bonjour Stéphane. Bonjour. L'Arche, on le redit, ce sont ces communautés de vie avec des personnes avec ou sans handicap mental qui vivent ensemble. Et ça représente à peu près 10 000 membres répartis dans 150 communautés dans le monde. C'est une œuvre qui a été fondée en 1964 par Jean Vanier. Et il y a 3 ans, le 24 février 2020, nous étions ici, Stéphane, pour un entretien au cours duquel vous nous révéliez des choses graves dans la vie de Jean Vanier. C'était alors un peu pour tout le monde le temps de la sidération, d'accueillir ces informations, et vous disiez alors, il y aura ensuite le temps de la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Ces révélations concernant Jean Vanier, elles se sont faites en plusieurs étapes. D'abord, au sein d'un petit groupe de responsables qui a été tenu informé qu'en 2014, il y avait des accusations portées contre le père Thomas Philippe. Puis en 2016, un premier témoignage mettant en cause Jean Vanier. En 2019, un second. Et vous aviez alors décidé le lancement d'une enquête. Après la mort de Jean Vanier en mai 2019, cette enquête a poursuivi son travail et vous en aviez exposé les conclusions en 2020 lors de ce premier entretien. Mais depuis, vous avez fait travailler une commission d'études multidisciplinaire pour reprendre toutes les archives qui étaient à votre disposition et essayer de mieux comprendre la nature, mais aussi la portée de ces actes. Peut-être pouvez-vous nous dire d'abord quel a été le mandat de cette commission? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire? On a essentiellement cherché à comprendre ce que l'on avait appris. Et il y avait 3 axes principaux qui ont été confiés à cette commission. Le premier, c'était d'essayer de mieux comprendre la trajectoire de Jean Vanier. Ensuite, c'était d'essayer d'avoir une meilleure compréhension du contexte de notre fondation en 1964. Et enfin, c'était aussi d'essayer de comprendre les interactions entre l'Arche en tant qu'organisation et Jean Vanier, son fondateur. Donc c'était vraiment les 3 pistes principales. Et c'est ça qui a motivé la mise en place de cette commission en 2020, donc presque immédiatement après les conclusions de l'enquête. Cette commission, je le disais, elle est multidisciplinaire. Ça veut dire que vous avez voulu étudier sous plusieurs angles ces axes. Oui, parce que de toute évidence, on est devant un récit qui est complexe. Et donc, dans cette commission, vous avez 2 historiens, une sociologue, un psychiatre, une psychanalyste et une théologienne. Alors, peut-être qu'on peut se poser tout de suite la question, pourquoi essayer d'en savoir plus là-dessus? Est-ce qu'au fond, c'est pas le secret d'un homme? Il s'agit de l'histoire d'un homme qui est mort aujourd'hui, qui ne peut pas dire quelque chose. Et il s'agit, pour autant qu'on le sache, d'histoires avec des femmes adultes. Pourquoi est-ce que vous avez voulu creuser? Oh, il y a beaucoup de raisons à cela, mais je dirais, comment pourrait-on ne pas chercher à comprendre si on veut chercher à se prémunir de la répétition de telles situations d'abus? Donc je dirais qu'il y a d'abord une obligation vis-à-vis des personnes qui ont souffert des agissements qui ont été mis à jour au travers de ces différentes enquêtes et le rapport de la commission d'études. Donc ça, c'est un devoir que nous leur devions. Et je dirais que c'est aussi un devoir que nous devions à chacun des membres de l'Arche, parce que ce soit pour les personnes qui ont été blessées ou que ce soit pour l'Arche, on est assez convaincu que si on ne va pas faire face à notre passé, on n'aura pas la capacité de construire un avenir. Et nous sommes assez convaincus que ce travail-là, aussi difficile que soit sa réception, ouvre des possibilités d'avenir qui sinon seraient entravées par le silence, le secret et le mensonge. Un des premiers doutes qu'on peut lever, c'est la question de savoir s'il y a des personnes en situation de handicap qui ont été victimes d'abus dans ce système. Pour autant que la commission le sache, ça n'est pas le cas. Absolument, et pour nous, c'est un point de réassurance très important. Il n'y a rien dans ce que la commission a lu ou a entendu qui donnerait à penser que des personnes avec un handicap ont été exposées aux situations qui impliquent Jean Vanier. Et par ailleurs, notre psychologue dans la communauté de Trolly, qui est la communauté où vivait Jean Vanier, a interrogé tout un groupe de personnes avec un handicap parmi les plus âgées pour s'assurer qu'il n'y avait pas des personnes qui auraient pu être exposées à ces situations, et il n'est rien ressorti de tel. Donc pour nous, c'est bien sûr un point très important. J'ai employé le mot de système parce que ce que révèle cette étude, c'est que dès l'origine, dès la rencontre de Jean Vanier avec le père Thomas Philippe,
il y a un noyau sectaire qui se met en place. Oui, et ce que vous évoquez là, c'est précisément le contexte de la fondation qui est rapporté par la commission d'études. Et en effet, lorsque Jean Vanier rejoint le père Thomas Philippe à Trolly, qui est le lieu de la fondation de l'Arche en 1963, quelques mois avant la fondation, ce que nous découvrons, c'est avant toute chose, c'est pour retrouver le père Thomas Philippe qu'il se rend à Trolly-Breuil. Et il y a avec lui quelques femmes dont ils avaient fait connaissance à l'eau vive, qui est ce lieu de formation qui avait été fondé par le père Thomas Philippe au début des années 50. Donc, si vous voulez, la motivation était de retrouver le père Thomas Philippe, même si il y avait par ailleurs une intention sincère chez Jean Vanier de fonder l'Arche. On parle d'un noyau sectaire, on parle de théorie mystico-sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Schématiquement, le père Thomas Philippe se pensait détenteur d'une révélation qu'il avait reçue à la fin des années 30, selon laquelle Marie, la mère de Jésus, aurait entretenu des relations incestueuses avec lui, des relations qui auraient préfiguré des relations mystiques et amoureuses que nous aurions dans l'au-delà ou dans le royaume. Donc il se pensait détenteur de cette révélation et il s'est décidé à partager cette grâce avec un certain nombre de femmes, que ces femmes aient été mariées, célibataires ou religieuses. Et ces grâces, ça supposait bien sûr le secret, ça supposait ensuite la dissimulation, le mensonge, et bien sûr une parfaite obéissance au référent masculin qui l'initiait. Et par ailleurs, ça supposait de renoncer aux règles habituelles de la raison, on s'en rend bien compte. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est à la fois délirant et qui, pour nous qui sommes à l'extérieur de ce cercle-là, ne fait aucun sens. Mais pour les personnes qui ont été prises dans cette emprise, alors c'est devenu une norme. Et Jean Vanier a accepté d'être l'héritier et le continuateur de cela. Il a été, comme le père Thomas Philippe, un des deux référents masculins de ce petit groupe. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire, il faut redire un mot du fait que cette relation entre Thomas Philippe et Jean Vanier, elle est ancienne et elle s'inscrit déjà dans une relation de tension très rapide avec les autorités de l'Église. Oui, Jean Vanier donc, fait la connaissance du père Thomas Philippe en 1952 dans ce lieu de formation l'eau vive, et c'est le lieu où effectivement va se nouer la relation entre ces deux hommes. L'eau vive va être fermée en 1956 à la suite d'un procès canonique à l'encontre du père Thomas Philippe, à la suite de plaintes qui ont été déposées contre lui par des femmes pour des faits d'abus sexuels qui seront avérés. Et ce sont c'est certaines de ces femmes, non pas celles qui ont déposé plainte, mais certaines des femmes de l'eau vive que l'on retrouve en 1963 à Trolly-Breuil. Mais ça veut dire que dès cette période-là, dès les années 50, il y a ce délire mystico-sexuel pour lequel Thomas Philippe est condamné par Rome, et Jean Vanier le sait, et pour autant, il ne prend pas de distance, et même, vous l'avez dit, en 63, quand il vient à Trolly, c'est d'abord pour retrouver celui qu'il considère comme son père spirituel. Oui, et la commission d'études caractérise ce petit cercle de personnes comme étant un noyau qui est un noyau sectaire. Et c'est pour nous quelque chose de très troublant d'imaginer que dans le contexte de la fondation de l'Arche, il y a ce noyau qui est à l'origine. Mais ce qui est aussi très important pour nous, et ça le rapport le constate, c'est que ce noyau-là ne s'est pas déployé à l'intérieur de l'Arche. Et que ce noyau qui a été le lieu où il y a eu un certain nombre d'abus, à partir duquel il y a eu un certain nombre d'abus, ces abus ne se sont pas propagés à l'intérieur de notre organisation. Et ça, pour nous, c'est aussi un point qui nous réassure, même si, bien sûr, l'existence de ce noyau au début de notre histoire est bien sûr un fait troublant. Vous avez découvert aussi tout cela en accédant aux archives, notamment aux archives de Jean Vanier, et ce qui permet de comprendre qu'il y a une structure de dissimulation avec ces dossiers NFA, Not for All, où l'on découvre la mise en place d'une culture du secret, de codes dans les correspondances, d'une vraie volonté de dissimulation. Oui, absolument. Vous savez, une des choses que le rapport confirme, c'est que, en effet, dès les années 50, Jean Vanier a adhéré aux doctrines du père Thomas Philippe, aux pratiques qui s'y rapportent, et que la filiation de Jean Vanier au père Thomas est vraiment un élément structurant de son existence. Et associé à cette pratique-là, à cette adhésion-là, il y a tout un cortège de dissimulation et de mensonges qui vont s'en suivre. Et pour nous, membres de l'Arche, c'est vraiment un très profond abus de confiance que nous ressentons là, c'est évident.
Dans les victimes qui ont été recensées par ce travail, il y en a à peu près 25 pour ce qui concerne Jean Vanier. Il y a des femmes qui ont beaucoup souffert de cette relation complètement dissymétrique, de l'emprise que Jean Vanier a eue sur elles pour les conduire à de telles pratiques. Et puis il y en a d'autres qui disent « mais moi, j'étais consentante d'une relation transgressive que les autres ne peuvent pas comprendre ». Et c'était un peu là-dessus que ça reposait aussi, cette idée que les autres ne peuvent pas comprendre, mais qu'on accède à quelque chose de supérieur. Oui, alors vous avez raison, la commission identifie 25 femmes qui, à un moment donné de leur relation avec Jean Vanier, ont connu une situation qui implique un acte sexuel ou un geste intime. Et vous le rappelez très justement, certaines d'entre elles se présentent comme victimes, d'autres comme des partenaires consentants d'une relation transgressive. Transgressive en référence d'abord aux valeurs affichées par Jean Vanier lui-même, en référence à sa foi, en référence à son engagement et à sa promotion du célibat, et aussi à son discours public. Et ce qui est important de noter, et pour moi c'est quelque chose de très éclairant dans le rapport, c'est qu'il souligne que toutes ces relations, dans leur diversité, s'inscrivent toutes dans un continuum de confusion, d'emprise et d'abus. Et je crois que cette notion de confusion est très importante parce qu'elle est caractéristique de l'emprise. À un moment de leur relation avec Jean Vanier, ces femmes, effectivement, ne savent plus si elles sont consentantes, victimes ou même complices. Et ça, c'est très caractéristique d'une emprise qui tend à fabriquer du consentement, mais c'est une fabrication, il y a un vice de fabrication, et ce consentement, le plus souvent, est nul. D'autant que ça se passait le plus souvent dans le cadre d'un accompagnement spirituel, en tout cas vécu comme tel, et on découvre aussi dans l'étude que, en réalité, Jean Vanier laissait beaucoup de flou autour de son autorité. Il exerçait cette autorité, mais elle n'était pas nécessairement reconnue par l'Église. Non. Jean Vanier était le fondateur de l'Arche, il avait une responsabilité à l'Arche, mais l'Arche n'étant pas un mouvement d'Église, il n'avait pas effectivement de compte à rendre à l'Église directement. Et c'est certain que l'absence de vis-à-vis de contre-pouvoir a été un des éléments favorisant l'existence ou la possibilité de tels abus sans qu'ils soient repérés. Pourtant, il était prédicateur de retraite, il donnait des conférences, il accompagnait énormément de gens spirituellement. Oui, c'était une personnalité reconnue du monde chrétien, mais vous le savez, c'était un laïc, et à ce titre-là, il n'avait pas de compte à rendre, il n'avait pas de relation d'obéissance avec l'Église en tant qu'institution. Ce qu'on découvre aussi dans les travaux de la commission, c'est que précisément le contenu même de son enseignement doit être interrogé, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'inexactitudes, il y a beaucoup de choses d'analyse biblique que faisait Jean Vanier qui sont totalement contestables, parce que pas dans les textes, tout simplement. Et puis, plus profondément, parce qu'il peut y avoir deux niveaux de lecture entre les initiés du petit noyau qui peuvent comprendre les choses d'une façon, et puis le grand public qui peut la comprendre d'une autre. Oui, c'était une de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle, dans la commission d'études, on a demandé à ce qu'il y ait une théologienne. Et cette théologienne a passé en revue un grand nombre des ouvrages de Jean Vanier pour essayer de nous aider à disposer de repères pour comprendre ce qui, dans ses écrits, pourrait être gardé, mériterait d'être approfondi pour être mieux compris, et ce qui doit être mis à l'écart. Et pour les raisons que vous avez dites, il nous est très difficile aujourd'hui de distinguer le bon grain de livret, et en tout état de cause, on ne pourra plus aborder ces lectures sans savoir ce que nous connaissons aujourd'hui de Jean Vanier, et en tout état de cause, ce ne pourront plus être des ouvrages de référence. Ça, c'est très important aussi pour ceux qui nous regardent, parce que beaucoup sont ceux qui ont été touchés par tel ou tel livre de Jean Vanier. Et ce que révèle l'analyse théologique, c'est qu'au fond, il y a une grande confusion par l'utilisation du terme de communion, mais souvent compris comme une fusion, qui n'est évidemment pas le sens que lui donne l'Église, ni pour la communion avec Dieu, ni pour l'Église de communion que l'on peut former les uns avec les autres. Oui, absolument. Les termes de communion et celui de fusion montrent bien qu'on n'est pas dans le même registre, mais ces deux registres peuvent être confondus. Et Jean Vanier, effectivement, s'est livré à cette confusion. Il y a la vie de ce petit noyau qui mène son délire mystique, mais on l'a dit, ça n'a pas infusé à l'intérieur de l'Arche, au moins dans le délire mystico-sexuel. Il y a tout de même une partie de l'étude qui concerne le fonctionnement de l'Arche, notamment le fonctionnement de la gouvernance, puisque Jean Vanier était le fondateur et il est resté le prophète
Dans quelle mesure ça a eu un impact sur le fonctionnement même de l'Arche? Oui. Alors, effectivement, le rapport fait le constat que ce noyau ne s'est pas déployé à l'intérieur de l'Arche, autrement dit que nous n'avons pas été fondamentalement déterminés par cette origine, mais en même temps, c'est une origine dont on doit faire l'inventaire. Et l'inventaire, ça en vient à ce que vous évoquez ici, c'est notamment de faire une relecture critique de ce qu'ont été certaines des dynamiques institutionnelles au sein de l'Arche, notamment les rapports d'autorité, notamment certaines modalités d'accompagnement ou de supervision qui ont pu être les nôtres à un certain moment de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avions demandé à une sociologue de regarder en particulier cet aspect-là de notre fonctionnement. Et incontestablement, le travail qui a été fait là va susciter une relecture critique de certaines de nos pratiques, même si celles-ci ont beaucoup évolué au fil du temps et du développement de l'Arche. Mais ça nous permet de mieux comprendre quels ont été les éléments qui ont pu contribuer à créer un terreau favorable à la possibilité de ces abus et, comme je le disais tout à l'heure, au silence qui les a entourés. Donc on essaye aussi de comprendre quelle a été notre responsabilité dans l'existence de ce cercle-là et la possibilité des abus qui s'en sont suivis. C'est un aspect qui est évidemment difficile à comprendre, de se dire que ce noyau a déployé son activité d'une certaine manière au vu et au su de tous, parce que on savait que des femmes rendaient visite tard à Jean Vanier, on savait la même chose pour le père Thomas Philippe, et il n'y a pas eu d'alerte ou de soupçon, au moins pas qui ait été entendu pendant de très longues années. Alors, il y a un autre aspect du rapport qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'indication qu'il y ait eu un membre de l'Arche, en dehors de ceux qui ont été associés à ce noyau sectaire, il n'y a pas un membre de l'Arche à qui le reproche puisse être fait d'avoir délibérément couvert ces faits. En même temps, on fait le constat qu'il y a des informations fragmentaires qui ont circulé. C'est un aveuglement devant le prophète, devant la figure du fondateur? Alors, vous employez le mot de prophète, je ne suis pas sûr qu'à l'Arche, personne n'ait vraiment jamais employé ce mot-là. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que la personnalité charismatique de Jean, son ascendant sur beaucoup des membres de l'Arche, le fait qu'il y avait un différentiel de pouvoir entre les personnes qui ont été entraînées dans ces agissements et Jean Vanier, différentiel de pouvoir, de crédibilité, qu'il n'y avait pas non plus de dispositif fiable pour recueillir la parole d'éventuelles victimes, tout ça s'est combiné pour, encore une fois, rendre possible cet aveuglement. Il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec certains de mes prédécesseurs, d'anciens responsables internationaux, et la question lancinante, c'est comment est-ce que nous n'avons pas vu ? Et d'une certaine manière, ça fait aussi écho avec une question que portent certaines des femmes qui ont été entraînées dans ces relations, qui est comment se fait-il que j'ai été entraînée dans cette relation ? Elles ne sont pas de même nature, mais je crois qu'il y a sans doute un fil entre ces deux questionnements-là. Vous évoquez la question de la crédibilité. L'étude révèle aussi que Jean Vanier a poursuivi des efforts pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 70, pour être ordonné prêtre et s'est heurté au refus de l'Église. Mais il y avait là, semble-t-il, la recherche d'une autorité sacerdotale qui finalement n'a pas pu être obtenue. Oui, et fort heureusement. Et heureusement qu'à l'époque, il y avait dans l'Église des personnes qui avaient encore la mémoire du procès de 1900 des années 50 et qui ont pu s'y opposer. On peut rendre hommage d'ailleurs au cardinal Paul Philippe, auquel l'étude est notamment dédiée, parce Oui. qu'il a mis en garde Rome à plusieurs reprises concernant Thomas Philippe, et il a essayé d'arrêter un certain nombre de choses. Oui, tout à fait. La commission fait le constat qu'à l'époque, il y avait un homme, et c'était lui, qui avait compris et qui avait su rendre compte de ce qu'il découvrait. Est-ce qu'aujourd'hui, le lien de l'Arche avec l'Église est différent de ce qu'il était au temps de Jean Vanier ? C'est-à-dire que ce lien va forcément être relu à la lecture de ce que nous apprenons aujourd'hui. L'Arche n'est pas un mouvement d'église, elle n'est pas non plus affiliée à aucun mouvement religieux, mais historiquement, les liens entre l'Arche et l'Église catholique ont toujours été très, très, très proches et profonds, notamment en raison de l'identité catholique de Jean Vanier, mais aussi de l'identité chrétienne, de l'ancrage chrétien de beaucoup de nos communautés, en France en tout cas. Donc ce lien existe, mais il va être revisité et je crois qu'il y a une nécessité qu'il soit revisité pour s'assurer qu'il reste fécond et pour l'Arche et pour l'Église.
Stéphane, il y a quelque chose d'assez difficile à comprendre. Vous l'avez dit au début, l'intention de Jean Vanier quand il vient à Trolly, c'est d'abord de retrouver le père Thomas Philippe, de reconstituer ce petit noyau. Et puis il y a la fondation de l'Arche. Et alors on doit tenir ensemble le fait que peut-être la création de l'Arche est presque un paravent, en tout cas une activité qui légitime sa présence sur place, mais qu'en même temps l'Arche est une œuvre bonne. Oui, et je crois que le rapport, là aussi, nous éclaire sur ce que pouvaient être les motivations de Jean Vanier. Autant, effectivement, on identifie que lorsqu'il vient en 1963, c'est pour se retrouver avec le père Thomas, autant il lui est reconnu une volonté sincère de faire quelque chose. Et ce quelque chose va devenir l'Arche et va se déployer selon sa dynamique propre. Et nous l'avons dit, on n'est pas déterminé par cette origine. Et pour nous, c'est une illustration de la manière dont, je dirais, à la fois notre liberté et notre responsabilité a prédominé dans notre histoire sur le poids des déterminismes. Et de nouveau, c'est un constat qui a toute son importance lorsqu'on va relire cette histoire. Relire avec quel rapport à un fondateur qui a fait du bien, mais dont on sait aussi aujourd'hui, et cette étude le montre, qu'il a menti beaucoup, qu'il a manipulé beaucoup, qu'il a été beaucoup au service de cette petite secte, et puis même, on le voit par certaines études, de sa propre renommée. Mais vous savez, c'est un des constats qui nous trouble le plus, c'est que d'un côté, on peut avoir aucune espèce de complaisance pour ce que nous découvrons des agissements de notre fondateur, et en même temps, Jean Vanier a été le fondateur de l'Arche. Avant d'être un jugement, c'est un constat. Comme c'est incontestable qu'il a contribué à une part importante de notre essor, comme c'est incontestable qu'il y a des milliers de personnes au travers le monde qui ont été inspirées, réconfortées par sa présence, par sa parole, par ses écrits. Et la coïncidence de ces deux constats nous trouble, et bien sûr leur articulation est très difficile, mais nous sommes avec cette réalité-là. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « mais moi, ça m'est égal, toutes ces histoires, j'ai beaucoup reçu de Jean Vanier et je veux rester avec ce souvenir-là » ? Je dirais qu'il est dans un déni du réel et que je crois que notre chemin d'hommes et de femmes, c'est de faire face à la réalité, de prendre la réalité, y compris comme elle est complexe. Et donc moi, je recommanderais d'intégrer, à la manière dont il considère Jean Vanier, d'intégrer tout ce que nous avons découvert à son sujet, parce que ça ne peut pas être mis de côté, ça ne doit pas être mis de côté. À l'inverse, comment ne pas se laisser non plus dévorer par le sentiment de trahison, de colère qui peut exister ? Ceux qui liront le rapport dans son intégralité peuvent être profondément ébranlés. Mais oui, et je peux vous dire que nous sommes nous-mêmes consternés. On ne sort pas indemne de la lecture de ces 900 pages. Et vous avez raison, ce qui est touché dans le fond, c'est la question de la confiance. Que ce soit les femmes qui ont été entraînées dans ces relations, ou que ce soit tous ceux d'entre nous qui avions de la considération, de l'admiration pour Jean Vanier, c'est la confiance qui est touchée. Et je dirais que lorsque ceux qui incarnent la confiance d'une manière qu'on pensait exemplaire sont ceux-là même qui la trahissent, alors ce qu'on pensait solide s'effrite entre nos mains. Il y a quelques mois, je rencontrais un homme dont je savais qu'il avait traversé des épreuves très difficiles, qui n'ont rien à voir avec ces questions d'abus. Et je lui demandais, parce que cet homme-là est un homme croyant, je lui ai demandé comment est-ce que ça a affecté ta foi. Et il m'a répondu, je crois beaucoup plus en beaucoup moins. Et je trouve que c'est une réponse très belle parce qu'il me semble que dans nos chemins de foi, de confiance ou de vie, dans le fond, on ne va pas toujours de confirmation en confirmation. Il arrive qu'il y ait un lent travail de décantation et qu'on aille de perte en perte, mais au bout de cette perte, il y a un petit reste. Ce petit reste dans lequel on peut croire de plus en plus. Et ce petit reste, il tient. Et parce qu'il tient, il s'affirme, et dans le fond, parce qu'il s'affirme, il se révèle. Et pour nous, à l'Arche, pour beaucoup d'entre nous, ça a été ça. C'est-à-dire que, nous l'avons dit, quand nous avons appris ce que nous avons appris au sujet de Jean Vanier, c'était comme si le sol sur lequel nous marchions se dérobait sous nos pieds, ce solide s'effritait, et puis on a fait cette expérience, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, qu'il y avait, et je reprends la formule de Christian Bobin, qu'il y avait comme un sol dessous le sol qui nous tenait, qui tient et qui tient ferme. Et sûrement chez nous, ça se rapporte à notre expérience de vie dans nos communautés, qui est, comme vous le savez, fondamentalement une expérience de rencontre entre des personnes avec et sans handicap, et la manière dont cette rencontre nous change, comment elle nous aide à accéder à une part plus vraie de nous-mêmes.
Les personnes avec un handicap ont souvent le talent pour traverser les couches du personnage que nous sommes tous, pour atteindre à la personne que nous sommes tous aussi. Alors la personne, elle est souvent plus vulnérable, plus exposée, plus démunie, mais elle est aussi, on l'espère, plus libre, plus authentique et plus juste. Et dans le fond, tout le travail que nous avons entrepris, la lecture de ce passé, c'est une manière, je crois, je l'espère, d'être fidèle à cette expérience fondamentale. Travail qui ne va pas s'arrêter. J'ai envie de vous demander, et maintenant, Stéphane, qu'est-ce que vous continuez à mettre en place? Qu'est-ce que vous prenez comme décision à l'Arche? Alors, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs pistes. D'abord, en 2020, comme on s'y était engagé, on a procédé à une refonte et une relecture de nos procédures de signalement et de protection des personnes. En 2020, on a fait un audit de toutes nos communautés dans le monde pour faire un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, on a produit un référentiel de normes et d'objectifs en matière de protection des personnes qui d'ailleurs est en train d'être traduit en 17 langues, en cours de déploiement dans toutes nos communautés dans le monde. Et ce référentiel, il traduit à la fois des exigences qui sont universelles, mais en même temps, il est déployé en fonction des particularités locales et nationales des pays dans lesquels nous sommes présents. Il va y avoir un audit qui va être fait cette année et on va le renouveler tous les 3 ans pour voir le degré d'approche de ce référentiel. Donc ça, c'est une piste. Une autre piste, ça va être de reprendre toute cette partie sociologique qu'on a évoquée autour des questions de gouvernance, d'autorité, d'accompagnement, de supervision, pour s'assurer qu'on est vraiment à la fois, je dirais, dans la conjugaison des différents registres professionnels, personnels et spirituels qui sont ceux de la proposition communautaire, mais pour les conjuguer et pas les confondre. Donc là, il y a également tout un chantier, et puis aussi le chantier historique, parce que nous l'avons dit, il va falloir intégrer ces réalités au récit de notre histoire, et ça va nous prendre du temps. Ça va nous prendre du temps pour bien le comprendre, et puis ça prend du temps pour l'intégrer. Donc on a tous ces chantiers-là qui sont devant nous. Vous avez choisi aussi d'adhérer à la CRR, la commission de réparation du monde religieux pour les victimes. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous faisons l'inventaire de cette origine pour essayer de comprendre quelle est la part qui nous appartient, alors oui, nous reconnaissons notre responsabilité que nous n'avons pas su prévenir ces abus, on n'a pas su les repérer, on n'a pas su les signaler, et donc on n'a pas su les faire cesser. Alors on demande pardon à ces femmes, mais demander pardon à ces femmes, ça veut aussi dire accepter de rentrer dans un certain dispositif de réparation. Et donc l'Arche va adhérer à la CRR, qui est la commission réparation et reconnaissance, pour permettre aux femmes qui ont été victimes d'un abus du père Thomas Philippe ou de Jean Vanier de rentrer dans ce dispositif de justice réparatrice et que nous puissions y répondre. Il faut dire qu'il y a des études qui continuent sur les frères Philippe, à la fois chez les frères de Saint-Jean et chez les dominicains. Je voudrais vous questionner encore d'un mot sur cette question des abus et de leur publicité. Ce qui m'a frappé, par rapport à tout ce que l'on vit aujourd'hui, aux réticences qu'on a parfois à dire « mais pourquoi mettre tout ça sur la table tout le temps ?» On se dit que si la condamnation de Thomas Philippe et les motifs de cette condamnation en 1956 avaient été connus, peut-être 40 années d'abus qui ont suivi auraient pu être évitées. Oui, vous savez, j'ai évoqué les circonstances propres à l'Arche qui ont rendu possible de telles situations, mais il y a eu des circonstances extérieures. Et la première d'entre elles, c'est celle que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que l'Église n'a jamais rendu publiques les raisons de la condamnation du père Thomas Philippe en 1956. Et puis aussi, il y a eu un défaut de vigilance et de suivi, à la fois de l'institution ecclésiale, mais aussi des dominicains. Et donc le père Thomas Philippe s'est retrouvé dans la nature et a reproduit ce qu'il avait déjà fait dans les années 50. Permettant à un fan club de continuer à faire croire qu'il était persécuté par des gens qui lui voulaient du mal. Et oui, et par ailleurs, nous n'avons pas eu accès aux archives des dominicains ni aux archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi jusqu'il y a très récemment. Et si ces archives avaient été rendues accessibles, de la même façon, l'histoire aurait été différente. Merci Stéphane, merci en tout cas pour ce travail unique en son genre. Je voudrais dire aux téléspectateurs qu'on va continuer d'en parler parce que, comme toujours, dans la réception de ces informations, il faut aussi du temps. Et donc, vous avez bien voulu revenir sur notre plateau, cette fois avec plusieurs membres de la commission. Ce sera le vendredi 10 février en direct à 20h35 avec Étienne Loraillère. Merci beaucoup Stéphane d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui.